Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez appris déjà pas mal de choses intéressantes aujourd'hui, puis que ça va continuer avec nous. Voilà, ici mon but c'est vraiment de vous présenter un outil dédié à l'e-commerce, à aider le parcours client dans l'e-commerce. Et j'ai la chance d'être accompagné de 4 de nos clients. Alors je vais les laisser se présenter, pardon. Donc il y a Laurence de l'ICINDR, si tu peux peut-être présenter ton activité en quelques secondes. Donc l'ICINDR, ce sont des concepteurs éco-responsables. Donc on a 2 boutiques à Genneval et à Bruxelles et on a un e-shop. Et notre but c'est de vendre des articles, un peu de tout parce qu'on a un concepteur, donc on attend des bijoux, que de la déco, de la céramique, des cosmétiques naturels, des plantes, des bougies, etc. Mais tant que c'est fabriqué de façon propre, donc matière naturelle, récupérée, recyclée, ou bien dans une utilisation éco-responsable. Je pense aux gourdes qui ne sont pas particulièrement éco-responsables dans leur fabrication, mais dont l'utilisation est éco-responsable. On va parler plus longuement de vos valeurs qui sont très fortes chez vous. Dilo Shop qui n'a malheureusement pas pu venir, il a un collègue qui a reçu un frigo sur lui. Il y a Dogan de Bioflore. Bonjour à tous. Voilà, donc Bioflore, qu'est-ce que c'est? C'est un e-commerce qui vend des cosmétiques et des produits naturels. Donc on a une large gamme de produits comme en bio, quasiment 80% de notre gamme, le reste c'est des ustensiles qui permettent de faire du do-it-yourself. On a des valeurs où on cherche toujours de vendre des produits à des prix les plus accessibles possibles, sans aller chercher non plus des marges énormes, c'est vraiment d'offrir des produits à tout le monde. Voilà, et alors ce qui fait la caractéristique de Bioflore, c'est on vend des huiles essentielles, donc c'est de l'aromathérapie très compliquée, donc le but c'est d'offrir un service client vraiment le plus personnalisé possible. Vraiment, c'est ça les valeurs de Bioflore. Voilà. Ouais, je vous le conseille, très présent. Je présente également Paul de Passion 32. Oui, nous sommes un magasin de modélisme. Nous avons la particularité de gérer un inventaire qui est très très étendu. On gère plus de 30 000 références, 80 000 objets, donc ça fait notre particularité. On essaie de définir le concept d'un one-stop shop. Donc de permettre aux clients de s'arrêter chez nous et de rester chez nous à l'achat des peintures, à l'achat de tout ce qui touche au maquis. Alors c'est un domaine qui est très particulier parce qu'on est dans le do-it-yourself, donc il y a la réalisation personnelle et l'apport du client qui doit être là. Donc on a choisi des options assez radicales au niveau du référencement, au niveau de la communauté, en la séparant, mais j'y reviendrai plus tard. Et Gauthier de Hortastore. Vous présentez en 10 secondes. Oui, bonjour. Voilà. Moi je suis cofondateur d'Hortastore. Hortastore est une boutique en ligne, une marque digitale qui fabrique des vêtements en Union européenne. L'objectif est vraiment de ressourcer toute la chaîne de valeur en, fait, en Union européenne dans notre production. Et d'ailleurs Horta est un acronyme pour Objectif Responsable Tendance Abordable. Voilà. Merci. Ouais, ils sont tous restés très humbles, mais c'est vraiment tous des magnifiques e-shops. La plupart font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle souvent des New Pharma, des Bold, tout ce qui s'ensuit. Sachez qu'à Wallonie, à Bruxelles, il y a pas mal de PME qui vendent très bien en ligne. Je vais juste prendre 2 secondes avec vous pour tous être sûrs qu'on ait les mêmes bases et de s'accorder sur ce que c'est un parcours client. Il y a plein de gens qui ont plein de formats différents, mais grosso modo, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui est anonyme, il ne connaît pas du tout votre magasin, votre marque, puis ça devient un visiteur, ça devient un prospect sous-entendu, donc un visiteur qui a déjà un peu d'appétence, qui est plus chaud, qui connaît votre activité, ça devient un client à partir du moment où il achète chez vous, un client clé à partir du moment où il achète fréquemment, ou bien il a un panier élevé, ou bien il prend des produits peut-être à plus haute marge. Et puis un ambassadeur à partir du moment où c'est quelqu'un qui va porter votre marque et vous aider à mieux la vendre. Ça n'a pas vraiment changé, sauf que quand on regarde ce parcours client, ben, on voit qu'en fait il y a plein de façons pour lui de rentrer et de sortir sans arrêt. Quelqu'un peut très bien, sans jamais avoir acheté une Tesla, de passer quasi d'anonyme à ambassadeur de la marque. Et quelqu'un peut évidemment sortir à tout moment, quasi tous les chemins sont possibles. Par le passé, on travaillait énormément sur le paradigme du qualité-prix. C'est quelque chose qu'on entend encore souvent, que dans un magasin, il faut absolument avoir ce paradigme de qualité-prix. Et je pense que c'était vrai à l'époque où, pour reschématiser ça avec un commerce physique,
quelqu'un a été confronté à votre vitrine ou une pub que vous faisiez, par un peu de curiosité ou par une action promotionnelle, il venait vous rendre visite, vous lui fournissez un peu de conseils, de services, il devenait client. Si vous étiez un peu prévenant et que vous le combliez avec un petit peu plus de choses, eh bien, il pouvait devenir un client clé ou un ambassadeur. C'est quelque chose qui est très difficile à reproduire en ligne et on va voir comment on peut le faire. Comme je disais, il y a plein de modèles qui essaient de présenter toutes ces différentes étapes. Mais grosso modo, finalement, on attire, on séduit et on se marie pour le schématiser, parce que je pense que parfois on a tendance à trop théoriser les théories sur les comportements d'achat ou les comportements en ligne, alors que finalement, quand on dit attirer, séduire et se marier, tout le monde a compris, tout le monde peut un peu faire le parallèle avec sa vie de tous les jours, et vous l'avez naturellement fait pour avoir quelqu'un dans votre vie. Je dis, on passe au paradigme de l'expérience, je ne suis pas le seul à le dire, hein, tout le monde est assez d'accord avec ça, la qualité et le prix doivent évidemment rester important, mais pourquoi on passe au paradigme de l'expérience en ligne? C'est parce que en ligne, un client, il doit donner son argent comme il le faisait avant, il doit donner ses données, et Dieu sait que ça devient de plus en plus difficile, que les gens sont quand même réticents avec tout ce qu'on entend maintenant sur les fuites de données, et il doit donner son temps. Je pense que ce n'est pas tellement que le temps soit précieux, mais l'attention de quelqu'un est vraiment très précieuse à l'heure actuelle, et avoir l'attention de quelqu'un pendant plusieurs minutes pour qu'il puisse acheter chez vous en ligne, alors qu'il y a une vidéo de ça, il y a un tweet, il y a une invite Facebook, que sais-je, qui l'invite à changer d'activité, c'est très difficile. Et donc à l'heure actuelle, pour qu'un client puisse vous donner son argent, ses données et son temps, il faut lui donner, à mon sens, un peu plus que juste des produits ou des services. Et donc le but de mon modèle avec l'e-commerce Canva, c'est d'essayer de présenter finalement quels sont les outils qui vont permettre de faire passer un client d'une case à l'autre. Parce que finalement, ces cases, on s'en fiche un peu, vous les appelez comme vous voulez. L'important, c'est de savoir comment on va l'emmener à l'étape suivante. Et c'est ça qu'on va essayer de bien décrire ensemble, après ces 5-10 minutes un peu théorique. Mais donc le but, c'est que en échange de l'attention du client, un e-commerçant lui donne des émotions. Qu'en échange du temps et de ses données, on lui donne de la considération. En échange de son argent, en général, il faut lui présenter ses valeurs et qu'il y adhère. Pour qu'il puisse, il faut lui proposer des privilèges pour qu'il puisse saisir ses opportunités pour devenir un client clé. Et ensuite, lui offrir une tribu pour qu'il ait un engagement à long terme. Vous allez voir que comme ça, c'est présenté de façon très théorique. Vous allez voir qu'on a des cas concrets avec les gens ici. Ça, c'était juste un peu pour présenter que finalement, il y a 1000 modèles. Vous avez sans doute déjà appliqué certains d'entre eux, mais que la plupart du temps, ces modèles oublient un peu d'être concrets et de dire quels outils est activable en ligne. Et dans ce parcours client, ça va être mon dernier élément avant de laisser la parole au panel. Finalement, l'important à chaque étape, ça va être de se dire, pour passer à l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire? Et bien comprendre qu'il n'y a pas un seul parcours client. Il y en a une multitude. Déjà, comme on l'a vu, le client peut rentrer et sortir à tout moment, mais surtout, vous avez des typologies de clients très différents. Parfois, certains ici ont des clients B2C, B2B qui ne vont pas avoir le même parcours, d'autres captent une partie de leur audience par une newsletter, d'autres une partie par Instagram, des choses comme ça. Et donc, il faut en permanence, pour chaque action, pour chaque étape, pour chaque parcours, essayer de se dire, mais quelle est l'audience de ce parcours? On ne va pas traiter un B2B comme un B2C. Quel est le message et quel est le bon endroit pour le toucher? C'est un acronyme que vous allez de plus en plus entendre parler, le CTVP, qui est le Channel Target Value Proposition, le bon message pour la bonne personne au bon endroit. Comment essayer d'avoir un peu l'attention d'un visiteur? Ça, je pense que c'est quand même l'étape indispensable et la première. Est-ce que certains parmi vous ont l'impression d'avoir un peu craqué cette étape-là et d'avoir réussi à attirer des gens sur le site? Je pense peut-être à Horta, avec Marion qui a commencé avec son compte Instagram perso et une petite communauté à essayer de faire grandir ça. C'est un peu raconter cette histoire. Oui, effectivement, elle a commencé, Marion est ma femme en fait, elle est cofondatrice de la marque Horta. Et donc, on est non seulement mariés, mais en plus, on est collaborateurs. Enfin, en gros, on vit 24 heures sur 24 ensemble. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est quand même une aventure. En tout cas.
Et au début, évidemment, on a commencé de zéro. Donc, en fait, de notre table de cuisine à deux et avec un iPhone de très mauvaise qualité, il fallait commencer à propager en fait une certaine idée de ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, l'idée, elle n'était pas claire au début. C'est souvent en fait un petit peu la question qu'on se pose, mais bien après, on commence par des expériences, du trial and error. Et in fine, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui sont plus importantes que le produit et qui vont plus aller sur mais pourquoi on fait ce produit et comment on fait ce produit, quoi. Et d'ailleurs, même le pourquoi on fait ce produit, c'est super compliqué à savoir. En fait, c'est pas une question simple. Et donc, au début, on essaye, et puis une fois qu'on a un semblant de produit, on essaie de voir comment on peut faire ce produit-là. Et c'est rigolo parce que là, on parle de vêtements chez nous. Donc au départ, il y a des barrières d'entrée, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne rentre pas dans une usine de production de vêtements, comme ça, ils vont demander un certain volume, et quand on est deux personnes et absolument aucun moyen, il va falloir trouver une solution qui débute. Et donc finalement, ce que Marion a fait assez intelligemment et naturellement, et c'est de dire, on revient en 2015 quand même, donc c'était pas vraiment une époque où on se montrait énormément sur les réseaux sociaux, quoi, et elle a commencé à raconter sa vie, en fait. Donc, effectivement, elle a un peu touché, au travers du prisme de l'émotion, effectivement, une certaine partie de cible, en fait, qu'elle ne connaissait même pas, et puis elle a commencé un peu à montrer, en fait, comment était régie sa vie. Alors, c'était pas, au début, on parle pas de vidéo, en fait, où on se filme, etc., parce que ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je raconte un peu ma vie, et puis je raconte un peu mon parcours, en fait, d'entrepreneur. Ça a commencé vraiment comme ça, avec rien, et puis en fait, ça se propage au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on active effectivement en fait les premières personnes en fait dans son entreprise, avec très peu de moyens. Et voilà, on est très très loin de la forme, on est vraiment dans le fond en fait. Bien sûr, ouais. Et un compte Instagram qui a réussi à monter maintenant à 250 000, on n'est pas loin, je pense, followers. Ouais, si on prend 250 000. Et elle a même son compte Instagram perso à 22 000 en fait. Donc au début, son compte perso, c'était le compte de l'entreprise qui a finalement devenu le compte de l'entreprise qui est passé à 250 000. Et voilà, avant de passer les premiers 1000, ça a pris peut-être 1 an et demi. Ouais. C'est aussi la nature exponentielle en fait du prisme de l'émotion en fait. Toi, Paul, tu cannibalises l'audience de quelqu'un d'autre. Tu as un partenaire youtubeur Plastic Dream qui a son audience, avec lequel tu as fait un partenariat pour essayer de capter une partie de son audience et vous avez un accord Donc nous, on a choisi notre particularité de... Comment l'expliquer au mieux? On voit un produit qui est beaucoup plus mainstream que les collègues qui sont ici présents. Donc on a des concurrents qui vendent le même produit, et on a décidé que la production de contenu nous coûtait trop cher. Et donc on l'a externalisé en trouvant un partenariat avec une chaîne YouTube qui a ramené cette émotion et qui aussi a le gros avantage pour nous de ne pas être ambivalent. Lorsqu'un commerçant donne un conseil, il y a toujours la question, est-ce que je vais conseiller ce kit, cet objet, parce que je l'ai trop en stock, parce que j'y fais des bonnes marges ou parce que c'est le bon? Et donc on a externalisé cette question de la communauté, de l'émotion, parce que ça nous donne ce côté impartial. Lorsqu'on a commencé notre partenariat avec Plastic Dream, le gros point était de lui dire, tu restes maître de ta chaîne, c'est ton succès, tu restes maître de la ligne éditoriale, tu peux même nous critiquer. Il n'y a pas de contrepartie immédiate, il n'y a pas de demande d'un contrôle éditorial de ce qu'il fait, ce qui permet à sa communauté de s'identifier à ce que nous on fait. C'est du win-win. On va lui fournir des kits, on va lui fournir du matériel de démonstration, on va lui fournir une audience aussi, et en échange, il nous apporte toutes les valeurs de sa communauté. J'ai quelques anecdotes à ce sujet. On a eu un client pour lequel on avait un cas de SAV assez grave, et c'est lui qui m'a réassuré au téléphone en disant, mais vous êtes partenaire Plastic Dream, je sais que tout se passera bien. On a fait une grosse erreur dans sa commande, et la situation s'est complètement inversée. C'est le client qui me donne un message de réassurance, parce que la marque Plastic Dream véhicule une série de valeurs avec laquelle on a pu s'identifier. Alors on le fait là, on le fait aussi avec ScanMates, qui est une base de données belge qui reprend tout ce qui existe sur le modélisme. Il y a un des gros problèmes qu'on a, c'est de parvenir à lier des objets parmi nous.
C'est-à-dire qu'on vend en modélisme tout ce qui est décal, tout ce qui est peinture, etc. Il est très difficile pour nous de relier les objets au niveau du webshop. Et donc on l'a fait via une base de données qui s'appelle ScaleMates, où on fait de la publicité payante de ce point de vue-là. Mais lui utilise toute sa communauté et tout ce domaine de la passion. On s'est aperçu qu'énormément de gens donnaient des valeurs importantes et donnaient beaucoup de leur temps, donnaient du contenu qui avait de la valeur et le faisaient gratuitement. Parce qu'on est dans le domaine du hobby, on est dans le domaine de la passion. Et donc notre but est d'essayer d'accrocher ce bon wagon, de laisser les autres faire le travail pour nous, et parce que le produire nous-mêmes nous coûterait trop cher et prendrait trop de temps. D'autre part, on accepte que l'expertise soit plus au niveau du client qu'à notre niveau même. Je le disais, on gère 30 000 références, ça veut dire que le rythme de nouveauté est sidérant. Donc j'ai quelques connaissances en modélisme plutôt bonnes, mais le point d'approche et le client peut être très différent en fonction de ce qu'il souhaite faire. Donc c'est une autre solution qu'on a trouvée, c'est à nouveau d'externaliser via ScaleMates. En gros, on ne produit presque pas de contenu nous-mêmes. On a chaque fois cherché des solutions pour que ce soit l'extérieur qui le produise. Voilà deux bons exemples. Ouais, vous les lisez comme moi. Le référencement naturel, évidemment, avoir beaucoup de contenu, mais c'est un bon moyen d'amener les gens sur son site. Faire de la pub, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, sur Google, Google Shopping. Social, donc créer sa propre communauté, sa propre audience, ou essayer d'utiliser une autre audience. De la relation presse, on l'oublie un peu trop souvent, mais quand une activité démarre, en général, les journalistes ont quand même une certaine appétence à vous écouter et c'est gratuit. Et puis alors, utiliser des places de marché, ça c'est Dealershop qui n'est pas là et qui ne sait pas en parler, mais donc lui, 100% des gens viennent sur son site via Amazon, et ça représente certains mois 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires juste grâce à des gens qui viennent d'Amazon. Je voulais essayer d'utiliser un petit symbole pour essayer de bien ancrer dans vos têtes quelle est cette étape. Et pour moi, c'est utiliser un éventail pour diffuser ses phéromones, comme un animal qui diffuse ses phéromones. Je pense que c'est ça, à cette première étape, c'est vraiment essayer de transmettre quelques émotions pour essayer d'avoir un peu de l'attention. Après, comment on essaie de donner de la considération à un client? Ça, c'est encore une autre étape très compliquée. Dogan, toi, avec toute ta partie conseil sur votre site, qui est énorme et qui, je pense, vous prend le plus gros de votre temps. Oui, donc voilà, nous, on a un blog où on a mis énormément de moyens et énormément de temps pour ce blog. Ce blog qui est vraiment là pour conseiller le client par des articles informatifs, par des recettes aussi, et tout ça. Et il est fait par une personne qui croit en ce qu'elle met. Donc on n'a pas pris quelqu'un en marketing, ou voilà, elle fait et du marketing et elle est spécialisée en aromathérapie. Donc quand elle parle des produits ou des recettes qu'elle fait, c'est qu'elle les utilise. Et donc au moment où elle écrit l'information, elle écrit cette newsletter ou sur le blog, les clients s'y retrouvent. Donc effectivement, ça pourrait, vous allez me dire, être à double tranchant, parce qu'on donne aux clients comment faire une recette avec des produits, comment utiliser une huile essentielle, et ils pourraient totalement aller sur un autre site la commander. Ça, c'est malheureusement le problème. Mais il faut se rendre compte que le client, il cherche aussi l'émotion qui se retrouve dans cet article. Et je trouve que, je dois vous avouer qu'on le fait assez bien, parce que les clients sont très intéressés et très demandeurs, et ils leur demandent. Alors on le fait et sur notre site, mais on l'appuie aussi par des newsletters et tout ça en fait. Voilà. Avec chez vous la complexité des allocations de santé qui sont très contrôlées par... Voilà, donc on reste aussi du principe que nous ne sommes pas médecins. Donc on ne peut pas donner non plus des allégations de tous les produits. Donc ce sont des conseils par rapport à des pathologies qu'ils peuvent donner, mais sans aller plus loin non plus. On ne va pas régler tous les problèmes et tout ça. Donc le but ici, c'est vraiment que le client peut quand même venir chez nous, nous poser la question, et on peut lui répondre dans les limites du possible aussi. Hein. Donc il faut bien être d'accord. Souvent, en termes de parcours client, on dit qu'il faut que ce soit le plus fluide possible. Je suis assez d'accord, hein, il faut que la personne ne passe pas trop de temps. Mais pour moi, il faut de la friction. Il faut que la personne se frotte un peu à vous. Il faut qu'il constate un peu votre différenciation et vos valeurs ajoutées.
Toi, Laurence, tu as commencé par des pop-up, maintenant tu as 2 magasins, mais si tu repars au début de ton activité, quand tu avais des pop-up, qu'est-ce que vous faisiez pour que le client comprenne vos valeurs, qui vous étiez, ce que vous proposiez Alors nous, c'est vrai qu'on a commencé par le webshop et puis on a ouvert les pop-up après, enfin un en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 2 boutiques. Et ce qui est intéressant chez nous de voir, c'est que je suis tout dans la confiance, la réassurance, je pense. On fait une communication qui est vraiment orientée boutique. Parce qu'Émilie, mon associée et moi, on est dans la vraie vie. Donc on fait une vraie communication boutique avec ce qui se passe, avec nos clients, avec les nouveautés qui arrivent. Enfin, on a une communication qui est très fort, vraie vie, entre guillemets. Et je crois qu'on ne respecte pas fort les codes des webshops ou de la communication très 2024, comme il faut, etc. Et mine de rien, ben même en diffusant cette communication-là, donc très real life, j'ai envie de dire, c'est fort ce qui se passe de façon très physique, et c'est déjà ce qui se passait à l'époque des pop-up aussi. Les clients achètent sur le web aussi. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment Enfin, je pense que l'image qu'on rend d'avoir une vie d'entreprise, une activité très finalement terre à terre, très réelle, avec des clients qui rentrent dans un magasin, on discute, on papote beaucoup, parce qu'on a beaucoup de filles, c'est un magasin très féminin. Donc c'est vrai que tout ce qui était très physique, je pense, a un impact direct sur les gens qui viennent sur le webshop, en fait, mais en fait, peut-être aujourd'hui, plutôt une prolongation en fait, de ce qu'on fait en magasin, plutôt que le contraire chez nous. Je pense que papoter est vraiment important. Ah oui, non, et si on pouvait trouver le moyen de papoter autant, en fait, qu'en magasin, on serait ravis. Là, on trouverait. Donc on est vraiment là-dedans. Et je pense que quelque part, oui, les gens viennent sur le web en prolongation de ce qu'ils voient et ils s'imaginent. Enfin, je ne sais pas qu'ils s'imaginent étant les magasins, mais c'est un peu ce à quoi on voudrait arriver en tout cas. Je vous présente ici quelques autres outils, hein. Désolé pour les acronymes, mais c'est pour essayer d'être court. Mais donc UX, c'est de l'ergonomie, donc c'est que le site soit facile. L'ergonomie mobile, certainement maintenant. DA, donc avoir une direction artistique, avoir une façon visuelle de transmettre votre différenciation. Évidemment, des photos et des vidéos de qualité, c'est indispensable à l'heure actuelle. Des outils comme des blogs, du livre blanc, des tutoriels. Donner de la confiance et de la réassurance, parfois par des pictos, de la livraison rapide, des choses comme ça. Permettre aux clients de laisser des avis pour que les autres les consultent, ou UGC de façon plus générale, donc le User Generated Content, que le client puisse s'exprimer sur votre site. Utiliser des influenceurs, des programmes de parrainage. Quand on a une activité plus B2B, parfois faire de la démo, des webinaires, des landing pages qui se dédient à un produit, faire des pop-up. Tout ça, c'est des moyens que le client se frotte un peu à vous et vous découvre. Ensuite, le gros du cœur, au moment où il faut réussir à ce que le client achète, il faut qu'il adhère à vos valeurs. C'est le seul moyen, a priori, ou bien vous êtes le moins cher, ou bien vous avez des valeurs. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens en général de convaincre un client. Gauthier, là, toi, je pense qu'avec Horta, c'est ce que vous défendez le plus, et partout, vous entendez plus parler de vos valeurs et pourquoi vous faites le produit que du produit lui-même. Oui, j'irais même plus loin en disant qu'on ne vend pas ce produit-là. En fait. On vend du lifestyle, on vend du divertissement, on vend une chaîne de valeurs, une philosophie, une cohérence aussi. En fait, c'est pour ça que je parlais du why tout à l'heure au départ, c'est parce qu'une fois qu'on a vraiment identifié son pourquoi, la cohérence est beaucoup plus facile en fait. Une fois qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, en fait, on va appliquer cette même philosophie à tous les axes en fait d'action stratégique. Et donc effectivement, ça va créer une chaîne de valeurs. Donc là, je parle des valeurs philosophiques, qui n'est pas de la valeur de production. Oui, c'est marrant que les deux aient le même mot, parce que pour moi, ça les raccorde fort. Quoi. Absolument, lapsus. Mais c'est une chaîne de valeurs philosophiques qui va être tout à fait cohérente. Donc effectivement, Horta, on n'est pas là pour ne pas être transparent, on est complètement transparent, on parle de nos galères, on parle de nos succès, et puis on parle presque politique, en fait, d'une certaine manière, on commence à gratter un peu ce côté-là, mais on n'est pas non plus complètement dedans, donc, et puis on essaie de faire rire les gens, souvent, en fait, c'est vraiment... c'est du divertissement, donc il faut qu'on... Je sais que ça paraît bizarre parce qu'au fond, on pourrait se dire est-ce qu'on est vraiment une boîte de divertissement, et on a un argument d'autorité énorme en fait sur la façon dont on produit nos choses. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs textiles en fait en interne qui
qui développent des fibres en fait qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, on va très très loin dans l'innovation et la recherche et le développement. Et pourtant, malgré tout ça, il ne faut pas prendre la grosse tête. Il faut bien se dire que notre client, c'est un petit peu ce que disait le monsieur juste avant sur LinkedIn. Il faut être clair, simple et compris. Vous auriez pu choisir d'être. Comment on va targeter la personne, en fait, c'est par le divertissement, mais derrière, il y a beaucoup d'arguments d'autorité qui sont tout à fait concrets et qui font qu'on va vraiment avoir cet ADN en fait qui va en fait se remplir petit à petit dans la tête, la psyché du client. Et à la fin, quand c'est vraiment cohérent et complet, et ben on a une communauté, on fédère, on galvanise. Votre collection de dimanche est sportswear, et pourtant vous ne vous vendez pas comme un Nike pourrait se vendre. On ne voit pas quelqu'un qui est dans le dépassement, on ne voit pas de transpiration, on ne voit pas de textile hyper transpirant. Vous gardez votre ADN. C'est ça, on rigole. On a fait un shooting sur un terrain de tennis avec des raquettes vintage années 80 qui ne sont pas du tout au goût du jour. C'était presque cliché, quoi. Et le but, c'était surtout de montrer qu'en fait, mais derrière ça, les tissus, les fibres, etc., la façon dont c'est produit, c'est basé sur un paradigme on est très très propre. On a une industrie la plus propre du monde. On fait tout en Union européenne, de l'agriculture jusqu'à la confection finale. Enfin, on essaye en tout cas, quand c'est possible. Et on va beaucoup plus loin que la plupart de nos concurrents là-dessus. Donc il y a un côté ingénierie très sérieuse, puis il y a un côté, en fait, attention, ça c'est l'ingénierie, mais en fait la vraie vie elle n'est pas là, quoi. Non. Donc voilà, c'est un peu notre modèle de montrer la vie, en fait. Voilà, ça je pense c'est l'exemple le plus parlant. Vous, c'est le tone of voice, je pense qu'il est très fort. Vous avez vraiment une tonalité, une façon de parler qui est inimitable et qui vous ressemble fort. Donc évidemment, il y aura une offre variée. Là, c'est Paul qui le disait, 30 000 produits différents. Je pense que toi, c'est une de tes valeurs. C'est être sûr que la personne trouve, tu as des produits socles dont tu n'arriveras jamais en... On a fait deux choses différentes à ce niveau-là. D'une part, j'aurais dire deux petites choses de ce que tu as dit, la granularité, le fait qu'effectivement, les choses doivent être lisses, mais il faut que les gens sentent notre apport. Je pense que c'est ce qui ressort du panel que tu as réuni, c'est que chacun a su amener sa propre façon d'être. Et tout le monde le dit, on diverge un peu des règles. Il n'y a pas une recette absolue. À partir du moment où on met de soi et que les gens peuvent s'identifier à cette personnalité, à ce que vous mettez dedans, et alors je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue ici, nous aussi on vend plus une expérience qu'un objet. On vend du rêve, on vend un projet, il va falloir le réaliser, donc on vend de la maquette plastique à monter, ce qui prend beaucoup de temps. On a des clients qui revendiquent 6000 kits en montée, donc ils ne les finiront jamais. J'ai l'habitude de dire que si on devait vendre que ce qui est monté pas, on serait en faille depuis longtemps. Ça doit peut-être représenter 5 à 10% de ce qu'on vend qui est réellement terminé. Donc on vend constamment du en devenir, du faire partie de la communauté, faire partie de quelque chose qui transcende simplement l'objet. C'est vraiment du do it yourself, donc chaque objet va être unique et en même temps il y a le besoin d'appartenir à une communauté. Et à ce niveau-là, Internet a ramené des choses absolument fabuleuses. Si on remonte au modèle des années 80-90, chacun était isolé dans son coin, c'est un lit qui est très solitaire. Et malgré tout, il y a un échange de savoir et un échange de techniques, de savoir-faire qui se fait de façon très gratuite sur Internet. Et c'est ce qu'on a essayé un peu de capter. Alors tu parlais de nos produits socles, on a décidé, ça c'est plus une stratégie commerciale, de séparer notre inventaire en deux. Ce qui va être les produits socles, donc les produits qu'on va vendre encore dans 20 ans, tout ce qui va toucher les peintures, tout ce qui va toucher les cols, etc. Les produits plus techniques. Et à côté, on a les produits qui font la nouveauté, qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Et donc, nous, on a choisi d'investir avant tout dans le produit socle, en disant ce sont ces produits qu'on va vendre à répétition qui présentent le plus d'intérêt pour nous. On a, par exemple, différencié nos marges. On ne marge plus sur les produits socles parce qu'une fois que ça est acquis, le client va revenir. Alors que vendre une nouveauté est toujours un défi. Voilà. Merci. Je pense que s'il fallait résumer ça en quelque chose de nouveau de visuel, donc on a tantôt on a utilisé un éventail pour émettre nos phéromones, et puis ici on utilise un peu un éventail, mais comme un pan pour montrer nos plumes, et que la personne puisse vraiment constater à quel point on est beau et séduisant.
Ensuite, les étapes les plus compliquées, je pense, c'est faire revenir un client, c'est qu'un client soit rentable. Hein. Tu viens un peu de l'abord d'épaule, en faire notre roi. Et donc, en général, quand je disais lui donner des opportunités et qu'il puisse les saisir à ses privilèges, les plus évidents, évidemment, c'est de la livraison gratuite, par exemple, d'un certain niveau de panier. C'est proposer du paiement fractionné, comme vous le faites chez Horta, 2 fois, 3 fois. Faire des upsells, du cross-sell, faire des bundles. En fait, il faut lui fournir quelque chose un petit peu plus, une opportunité qu'il doit saisir maintenant. Et puis alors, ça c'est très B2C. Peut-être chez Bioflore, votre site, il sert aussi pour le B2B. Et finalement, des clients fidèles, entre guillemets, chez vous, c'est vos clients B2B, les retailers qui vendent également vos activités, mais qui font le réassort sur votre site. C'est exactement ça. Donc en fait, il faut savoir qu'on vend autant en B2B qu'en B2C. Et nous, le B2B, au tout début qu'on avait lancé notre site e-commerce, on a fait l'erreur de penser que le B2B allait fonctionner comme le B2C et même sans plus. Et en fait, on a fait une grave erreur, on l'a rectifié ici. C'est que le B2B, il veut une expérience quasiment comme le B2C. Ça veut dire qu'il veut quelque chose de personnalisé. Quand il arrive, il veut que ce soit un site comme le B2C. On a la même formule si vous allez, mais il y a des choses qui changent. On va avoir, par exemple, quand il va accéder, une couleur différente. Ça a l'air très inutile, mais pour lui, ça se veut dire, OK, je ne suis pas comme le client particulier, je suis le client professionnel. Il va aussi avoir, sur le banner de la homepage, il y aura des articles et du côté particulier pour les particuliers, mais eux auront aussi des banners spécifiques aux revendeurs. Donc ce qui leur dit qu'ils sont importants pour nous aussi, pas juste là pour venir chercher les produits et les revendre après, et c'est tout. Il y a aussi le fait de leur mettre les prix hors TVA, avec leur remise déjà appliquée pour voir exactement ce que eux vont payer. Ils ne s'intéressent pas à savoir combien ça coûterait, ils veulent savoir exactement ce qu'ils vont payer et quel gain eux vont y gagner. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les revendeurs, c'est notre premier, comment dire, porte-parole, porte-parole, exactement, merci, c'est notre porte-parole. Donc, eux aussi, quand ils viennent sur notre site, ils ont besoin de cette émotion. Donc, le but est de vraiment faire un double site, en fait, mais qui correspond tout le temps à la même image, et particulier et revendeur, tout en répondant aux attentes de l'un et de l'autre. Des outils qui marchent très bien dans tout ça aussi maintenant, c'est le marketing automation. Hein, c'est quand quelqu'un s'inscrit, lui envoyer des séquences de mails en fonction de telle chose, lui envoyer des rappels, en fonction d'éventuellement, si on sait combien de temps quelqu'un tient avec une huile essentielle habituellement, lui renvoyer un mail au bon moment pour lui dire de revenir. C'est des choses qui marchent assez bien. Et donc, ça c'est vraiment, si on reprend les plumes qui ont permis de faire un éventail, qui ont permis de se montrer beau, maintenant on les met sur la tête de nos clients, on en fait vraiment notre roi, et on lui offre une tribu, quelque chose en échange duquel il va nous donner son engagement à long terme. Et ça, on est des êtres sociaux, classiquement, si lui donner une histoire à raconter, c'est lui donner quelque chose qu'il puisse être fier de raconter à ses amis. Je ne sais pas si l'un de vous a une anecdote par rapport à ça, ou Laurence, toi, j'ai l'impression que tu en fait, hésites, alors que je pense que les gens qui viennent chez toi, ils savent qu'ils ne vont pas chez Ikea. Quoi. Ils vont pas chez Action. Action. Non, c'est vrai. C'est sûr que on n'a pas encore pris le temps, on n'a pas pris les moyens de calculer, d'essayer de comprendre très précisément pourquoi les gens viennent chez nous, pourquoi ils ne viennent pas. Donc nous, on a un concepteur éco-responsable. Donc c'est sûr que notre prérequis qui est non négociable, c'est que chez nous, c'est éco-responsable. Donc on s'est toujours dit, ils viennent parce qu'ils veulent acheter un article qui soit propre, qui soit bon pour la planète, etc. Maintenant, on a je sais pas, notre baseline, on va dire, c'est notre mantra qui est je suis imparfaite mais j'essaye. Donc c'est vrai que nous, la tribu du 6, c'est pas une tribu d'écolo pure et dure. Nous, notre clientèle, c'est plus des personnes qui ont envie de se mettre en mouvement. Ni dans l'équipe, ni dans ce qu'on vend, on n'est pas dans la perfection écologique. On est vraiment dans la démarche.
dans la démarche, en fait, nous, notre but avec nos clients, c'est qu'on pense que les gens vont avancer plus vers une consommation plus propre s'ils choisissent, enfin, si on leur propose plutôt quelque chose de beau, mais qui correspond également à leurs critères. Je pense que quelqu'un qui tombe dans, enfin, je crois que tu acquiesces, je pense que ça ne sert à rien de leur proposer des articles qui correspondent ni à leurs habitudes, ni à leurs critères, ni à leur goût esthétique. Alors moi, je ne vais pas aller acheter un truc en bidon lessive en plastique pour faire une lampe, si en fait je trouve ça horrible. Même si je me dis, ah c'est génial, c'est l'upcycling, j'ai vraiment sauvé un bout de plastique d'incinération, je ne vais pas mettre ça chez moi. Tandis que si je trouve un truc qui est vraiment beau, qui sera peut-être un peu moins parfait en termes de transition écologique, d'impact sur la planète, parce qu'il y aura eu une transformation qu'il n'y a potentiellement pas si je prends carrément le bidon lessive comme ça. Mais au moins, il y aura eu un geste positif pour la planète et le client, je pense aussi, va rentrer chez lui en se disant, ben, en fait, j'ai fait un double comète, quoi. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté un article que j'aime vraiment et que je vais, soit des bijoux que je vais porter, un cosmétique qui va me faire du bien, enfin, il est content. Et puis, ben, comète, j'ai quand même fait un truc positif aujourd'hui, j'ai acheté un article propre. Et donc, nous, nos clients, c'est vraiment cet esprit-là qu'on essaie de leur donner. On leur dit, on ne vous demande pas la perfection, on ne vend pas la perfection, mais si vous venez chez Lucie, vous avancerez un petit peu. Beaucoup moins que chez beaucoup d'autres, ça en est bien conscient, mais au moins vous avancerez un petit peu. C'est vraiment oui, en tout cas. Et finalement, on applique ce qu'on est. Ni Émilie, mon associé, ni moi, ni tous les filles qui travaillent avec nous, on n'est pas encore très avancés, très doués dans l'écologie, on reste encore très pratique dans nos vies quotidiennes, on ne sait pas tout, enfin, on essaie de ne pas se mettre cette charge mentale en plus, et ben voilà, c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos clients, je veux dire, un petit peu, c'est déjà pas mal. Un petit peu. Merci. Sur ce mot pragmatique, en tout cas, c'est le but de cet outil. Vous avez sur la petite carte que vous avez, vous pouvez le télécharger en ligne. Et donc là, c'est vraiment le très gros résumé de ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà, en 45 minutes, c'est très court. Je vais laisser beaucoup de temps pour des avis pratiques. Mais donc, pour rappel, le but, c'est pas où est le client, mais c'est comment on le fait passer à l'étape suivante. Et là, à chaque fois, j'essaie de mettre les 3 outils à chaque étape qui devraient vous aider, qu'il faut mettre en place pour que le client puisse passer à l'étape suivante. Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être une question, un avis, un commentaire? N'hésitez pas. Oui. Avec votre site, est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir exporter, peut-être plus pour les vêtements, peut-être c'est peut-être pas un premier public, et puis tout d'un coup, via des gens qui ont peut-être une vacances, enfin bon, bref, ils avaient tiens, je vais commander sur votre site. Et donc, y a-t-il eu une question par rapport à ça, ou pas du tout, et que ce n'est pas un sujet? Alors, je vais répondre, parce qu'on a la particularité, nous, de vendre essentiellement sur le marché étranger. La Belgique n'est plus notre premier marché. Notre premier marché est la France. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir un youtubeur qui est français, et donc une intégration qui se fait sans difficulté aucune. Au niveau de la langue, il faut savoir que le français est beaucoup plus monolingue que le belge. Donc le fait que ça soit notre langue nous a permis de nous positionner et d'avoir un avantage concurrentiel par rapport au marché français, c'est qu'on n'a pas les mêmes distributeurs. Donc à l'échelle belge, je pèse beaucoup plus que ce que peut peser une entreprise qui a le même volume que la mienne sur le marché français. Il va représenter un client sur 30 ou sur 40, alors qu'en Belgique, pour prendre une grande marque Pamia en modélisme, si on retire les 3 meilleurs clients, on perd la moitié de leur chiffre d'affaires. Et donc, ça me met dans une situation où je peux négocier et donc vendre mon produit à l'étranger sans aucune difficulté. Voilà. Alors, on devrait le faire plus à nouveau. Je pense que ce que je retiens le plus ici, c'est à quel point chacun, dans nos expériences, on a ramené ce qu'on est. Et donc, l'étape suivante, c'est de parvenir à intégrer quelque chose de plus. Que ce soit pour faire de l'export ou pour continuer à développer nos affaires. Mais avant tout, c'est d'avoir mis notre côté, notre personnalité en avant. Voilà. Mais la France, classiquement le premier marché pour les e-commerçants. Voilà. Et juste aussi,
le Covid, vous aviez fait votre site avant le Covid ou après le Covid? Et si avant, il y a eu un impact, et aujourd'hui, heureusement que j'avais le site, parce que je peux continuer à vendre. Ah oui, pour nous, le Covid a été une merveille. Hein. On compte tous, on espère tous le Covid-24. Voilà. Non, dans le modélisme particulièrement. Hein. Les gens ont soudainement eu du budget, du temps. Donc nous, on s'est retrouvés à devoir... la situation s'est inversée, c'est-à-dire qu'à midi, on refusait des clients parce qu'on n'avait plus le temps de faire le Covid. Donc le site était ouvert jusqu'à midi ou 13h. Et puis à 13h, on se retrouvait avec des centaines de commandes. Et donc, voilà, on parlait du FOMO tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est le pousser à l'extrême. Je pense que tous, on a su profiter du Covid parce qu'à un moment, les gens se sont retrouvés chez eux. Nous, le business existe depuis 2017, donc oui, voilà. Et alors, on a eu beaucoup de chance, on a acheté un entrepôt, on a fini de déménager le 10 mars et confiné le 13. Il y avait une autre question? Bonjour, on a pas mal parlé de TikTok durant ces 2 jours. Je voulais savoir si votre marque était présente sur TikTok pour vous et la raison pour laquelle vous n'y êtes pas. Chacun, vous n'êtes pas non. Oui, on utilise ce canal aussi. Mais j'avoue que pour notre audience, en tout cas chez Horta, c'est plutôt du 25-35 en fait. Donc statistiquement, on s'y retrouve aussi, donc on le fait un petit peu, mais Instagram est encore beaucoup plus puissant en fait sur ce segment-là. Donc on l'utilise aussi, mais moins parce qu'Instagram est plus fort en fait pour notre target cible. Je pense justement à la transition parce que les plupart de génération Z qui sont justement de plus en plus sensibles au mouvement écologique et notamment par rapport à toutes vos valeurs. Est-ce que ce n'est pas justement une stratégie à se dire que c'est peut-être maintenant, enfin moi je ne suis pas sur TikTok, mais je ne suis pas de cette génération, mais j'entends beaucoup parler de il faudrait y être parce que c'est toucher les jeunes qui vont, voilà, qui sont de plus en plus sensibles à ce côté écologique. C'est là qu'il faut bien comprendre où se place TikTok. Je pense qu'il est excellent pour découvrir une marque. Par contre, sur TikTok, que les gens like votre chaîne ou pas, ça ne change à peu près rien. L'algorithme, il pousse le contenu qu'il a envie de pousser. Là où sur du Instagram, vous allez pouvoir fédérer une communauté et la personne qui n'est pas abonnée à trop de choses va voir la plupart de votre activité. Et donc TikTok, je pense que c'est excellent pour vous faire connaître, mais c'est jamais là que vous allez pouvoir créer une communauté à l'heure actuelle. Hein, peut-être que TikTok va changer, mais... Je nuancerai en fait ce propos parce qu'effectivement il y a vraiment ce côté pyramide des âges qui change en fonction en fait des réseaux sociaux et les jeunes en fait par définition il y a aussi un truc on n'a pas vraiment soulevé ce sujet-là mais tout ce qui est RSE responsable, environnemental, social, c'est un budget supérieur. C'est quelque chose que les politiques n'en parlent jamais parce qu'en fait on entend parler des écolos toute la journée et je parle beaucoup avec eux. Mais c'est un luxe hein, d'être RSE. Quoi. Et les jeunes, par définition, ils n'ont pas le pouvoir d'achat en fait, pour ce luxe-là. Et donc, en fait, ils vont plutôt aller dans la deuxième main, donc Vinted, les friperies, etc. C'est ça, en fait, ou dans l'ultra fast fashion. C'est l'un ou l'autre. Enfin, finalement, le TikTok est un peu réservé finalement à Shine, Primark, si on parle du textile, quoi, et dans l'agroalimentaire, c'est pareil. Enfin, je veux dire, peu importe l'industrie, c'est des prix bas, en fait, ou la deuxième main. Donc, je pense pas, en fait, qu'on va réussir à vraiment fédérer une communauté sur TikTok, de par la nature, en fait, de la pyramide des âges, et surtout du problème du pouvoir d'achat qui est gigantesque. Moi, je voulais remercier tout le monde pour rappeler peut-être quand même leur site, donc Bioflore, Lucide d'hier, Passion 132 et Horta Store. Vraiment, allez les visiter. Si leur discours vous a convaincu, je pense que leurs produits va vous convaincre également. Merci à tous. Et n'hésitez pas à aller télécharger le e-commerce Canva. Ça va vraiment être un document d'une trentaine de pages qui va aller plus loin que ce que je viens de décrire. Si vous inscrivez, vous recevez ça la semaine prochaine dans votre boîte mail. Merci à vous. Merci.